à toutes et à tous, c'est 101% et je vous dis bonjour, oui, à tous, toi, public de No Life, je t'aime, voilà. Parce que tous les jours, il y a 101%, tu regardes, et voilà, et aujourd'hui, j'avais envie de dire je t'aime. Enfin, surtout les filles. Puis les filles dans mon goût, si possible. Pas trop grandes, pas trop grandes, quoi. Voilà. On commence avec le sommaire, un reportage sur la BlizzCon 2008, c'est la convention de Blizzard, temps perdu. Ensuite, Retro and Magic sur les jeux comics, style comics. Et on commence avec les news de Pierre-Alexandre. C'est ça, hein, c'est Pierre-Alexandre, oui, oui. Par contre, lui, il n'est pas trop dans mes goûts de filles, Pierre-Alexandre, par exemple. Cela fait maintenant 1 mois que la DSi est sortie sur le territoire japonais. Comme prévu, la portable de Nintendo atteint déjà des sommets dans les charts. Près d'un demi-million de DSi ont trouvé acquéreur au Japon, malgré les nouveautés plutôt anecdotiques apportées par la console. Pour mémoire, la DS Lite a dépassé les 23 millions d'exemplaires vendus, là aussi uniquement au Japon. Cette semaine, on remarque aussi que malgré la sortie de The Last Remnant, qui est une exclue temporaire de la Xbox 360, la console s'est plutôt mal vendue au Japon. Un signe que les RPG de Square Enix ont bien du mal à faire l'unanimité en ce moment, après le très décevant Infinite Undiscovery. Luminescence. Toujours au Japon, mais cette fois-ci du côté des ventes de jeux, le premier épisode sur Wii d'Animal Crossing fait son petit effet. Plus de 300 000 exemplaires ont été écoulés lors de sa première semaine de commercialisation. Avec Noël qui approche, les chiffres de vente risquent en plus d'augmenter fortement. Rendez-vous maintenant le 5 décembre pour voir si le public français accueillera lui aussi, comme son homologue japonais, l'un des énormes titres de cette fin d'année, Dixit Nintendo. Sorti fin octobre sur PC, Command & Conquer Alerte Rouge 3 est également disponible depuis la mi-novembre sur 360. Une démo vient d'ailleurs d'apparaître sur le live et est téléchargeable pour les possesseurs d'un compte Gold. La bête pèse tout de même 1,5 gigaoctets et permet de s'essayer au dernier né de la série de RTS. Entre Halloween et Noël, Eidos nous sort un petit jeu monstrueux. Monster Lab permet de créer son propre monstre, comme le ferait l'affreux Dr Frankenstein. Avant la construction de sa créature, il faut trouver les matériaux et on peut laisser libre cours à son imagination pour façonner des bras, des jambes, des têtes et bien plus encore. Tout cela en fusionnant ferraille, bouts de bois ou même ordures. Tel un Pygmalion démoniaque, le joueur devra assembler différents éléments pour donner la vie à son épouvantable chef-d'œuvre. Mais pour mener à bien le processus de création, réussir des mini-jeux comme la soudure ou la mise en place d'un cerveau sera la clé. Néanmoins, on n'élabore pas un monstre sans un but bien précis. Et le but ici est de créer le plus puissant, le plus horrible, le plus répugnant, bref, le plus fort de tous les monstres. Pour en avoir le cœur net, quoi de mieux que de détruire tous les autres? Les monstres à combattre se trouvent sur la carte où sont disséminés plusieurs points clés. Sur ces points, on peut trouver des indices, des personnes, des missions et même des mini-games. On y trouve aussi souvent d'autres monstres prêts à en découdre. S'engage alors la phase de combat où chaque perso dispose d'une énergie, qui n'est ici pas représentée par des points de vie ou par une jauge, mais par une couleur. Chaque élément d'un monstre est destructible, tête, torse, bras et jambes. Au départ, elles sont blanches, mais plus les dégâts deviennent importants, plus ils virent au rouge. Un combat se termine quand le torse d'un monstre est détruit. Il faut aussi bien faire attention à la manière dont on construit son monstre, car les éléments sont construits selon une science, mécanique, alchimique ou génétique, chacune ayant un avantage et une faiblesse sur une autre. Ce petit jeu de force-faiblesse joue donc un rôle primordial lors de la conception d'un monstre. Surtout que le titre peut se jouer online en affrontant les aberrations de la nature créées par ses amis. Monster Lab n'arrive certainement pas en grande pompe et c'est bien dommage. Le jeu se veut fun et intelligent et y parvient. Même s'il est clairement ciblé jeunesse, il faudra utiliser ses neurones, bien réels, pour atteindre la forme parfaite de l'évolution. Son ambiance savant fou horreur est très agréable et soignée.
Monster Lab reste un excellent choix pour une fin d'année horrifique sur DS. Donc vous le savez peut-être ou pas, je suis ardéchois d'origine, hein, donc ça fait que 5 ans que j'habite sur Paris. Et je retourne très souvent en Ardèche pour voir ma famille, etc. Et la dernière fois, on rentrait en voiture, et vu qu'il n'y a pas de gare en Ardèche, de gare TGV, ça n'existe pas, puis il n'y a pas de train d'ailleurs en Ardèche, à part un petit train qui tourne, mais qui t'amène nulle part, quoi. Et j'écoutais la radio, il y a 1 heure de voiture et tout, et je tombe sur une radio de Tournon, voilà. Et c'est un animateur, on va dire amateur, enfin en tout cas du coin, qui animait une émission, et il était... Enfin, voilà, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui parce que tu m'as beaucoup fait rire, toi. Je ne vais pas citer ton nom parce que je ne le connais pas, mais je t'ai beaucoup aimé et j'ai décidé de faire un 101% à ta gloire. Voilà. Et alors j'explique un petit peu le contexte. Il y avait une animatrice, très sympa au demeurant, hein, qui lui expliquait que des scientifiques ont testé des autoroutes et des routes sur les fourmis. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des petites autoroutes, des petites routes, ils ont mis des fourmis, et ils ont regardé comment les fourmis géraient. Et en fait, dès que l'autoroute était remplie de fourmis, elles envoyaient un signal qui faisait que les autres fourmis prenaient la route. Et quand la route était pleine, elles envoyaient un signal et les autres fourmis prenaient l'autoroute. Et en fait, il n'y avait jamais de bouchon. Et elle expliquait qu'ils allaient essayer de créer une machine pour mettre dans les voitures qui permettrait de gérer les automobilistes comme gèrent les fourmis, en fait. Et là, l'animateur s'est dit, je suis animateur, je dois apporter un plus. Et je vais essayer d'être pertinent. Alors, il commence à faire « Ah oui, oh, les fourmis, des fois, il y a des mie de pain, alors la fourmi, toute seule, elle n'y arrive pas, alors des fois, elle se fait aider par les autres fourmis. » L'animatrice n'a pas su quoi répondre, et moi, je riais, en écoutant la radio. Et donc, ce 101%... t'es destiné, toi, à toi, l'homme le plus pertinent du monde. No Life a envoyé en octobre dernier une équipe couvrir la fameuse BlizzCon 2008, un événement entièrement consacré au jeu et à l'univers Blizzard. Celui-ci s'est déroulé au Convention Center de Anaheim, dans le comté d'Orange en Californie, et a réuni 2 journées complètes les communautés de fans de Diablo, StarCraft et bien entendu World of Warcraft. Le prix des billets était fixé à $100, un investissement rentabilisé par les nombreuses attractions et petites attentions prodiguées aux fans. Un tas d'events ont donc tenu en haleine les fans, à la fois spectateurs et acteurs, comme des concours de costumes, des concours de danse aussi, des tournois, des compétitions de cartes, des conférences, la présence d'un petit musée Blizzard et bien d'autres choses. Les jeux à l'honneur étaient bien sûr Diablo 3, StarCraft 2 et l'extension à World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Et l'événement a commencé très fort avec la conférence d'ouverture de Mike Morhaime, président et cofondateur de Blizzard, qui a présenté une nouvelle classe de personnages pour Diablo 3. Tu te crois tellement puissante. Tu n'es pas la bienvenue ici. Si tu entres là-dedans, tu vas être dévoré. Je t'aurais préféré ceci. Après le barbare et le féticheur, révélé à l'occasion du Blizzard Worldwide Invitational Day, qui s'était déroulé à Paris en juin dernier, c'est au tour du sorcier de faire sa grande entrée sur la scène Diablo.
Le sorcier ou la sorcière, l'une des 5 classes présentes dans le RPG Blizzard, pourra ainsi user de la magie pour désintégrer ses ennemis ou encore les électrocuter. Cette classe pourra également se téléporter et ralentir le temps. Mais admirez plutôt. Tu oses faire entrer la chaleur de la vie dans ton tombeau. Prépare-toi, mortel, à me servir pour l'éternité. Aussi magnifique soit-il, dès sa présentation officielle en juin dernier, Diablo 3 a agacé une partie des fans par sa direction artistique jugée trop Warcraftienne, soit trop colorée, et pas assez Diablo-esque. Pas assez noir Diablo 3 ? Eh bien laissons plutôt son directeur créatif répondre par lui-même. So after the announcement, we did get a lot of feedback to Diablo 3 and the art style, and the majority of the feedback was really positive. Most people seemed to really like the look of the game. We had some feedback about just the general look, that it was maybe a little bit too bright and cheerful, as I think some of them said, which I would argue that it's not quite that. But we did make some changes based on feedback. Some of the people said that the dungeons didn't look kind of dirty enough. They weren't really fully dressed, so they looked a little too clean. So we tried to address that and really go through and dirty them up a little bit and add some more gore. We also had some, feedback that we didn't leave bodies behind after, combat, which we changed. We actually changed how that works so that bodies can be left over. It was an optimization, but we just changed the way we do that. But some of the feedback was just about general color usage, and some people were really wanting us to do a more of a gray or brown, color palette, and for us, that kind of current trend in hyper-realism that is affecting a lot of games is just not something we're interested in doing. It's not really the Blizzard style, and we don't really feel like it's even the Diablo style. If people look back at the Diablo games, they'll find they're a lot more colorful than maybe a lot of people remembered. So we don't plan to make any changes to those kind of high-level art decisions. But we do think that once people see the game as a whole, and I know we have a lot of people playing it here today at BlizzCon, and the general response has been, oh, this is pretty dark and moody game, kind of like the previous Diablos. Great. So we think everyone's going to be really happy with it. Et oui, comme Jay Wilson le précise, Diablo 3 était bel et bien jouable pour la première fois sur la BlizzCon 2008. Les fans se sont vus offrir la primeur de l'avant-première généralement réservée aux journalistes, ce qui démontre une nouvelle fois la force des liens unissant Blizzard à ses fans, aussi critiques soient-ils. Alors on se quitte sur ces belles images pour se retrouver la semaine prochaine, toujours sur la BlizzCon 2008, mais pour parler de StarCraft 2 et des événements liés à World of Warcraft. Et donc en fait, à la base, le MP3 n'était pas fait pour écouter de la musique. Le MP3, c'était juste fait pour envoyer des voix sur Internet. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que c'est le plus mauvais standard musical qui a jamais été. Ah ouais. Bah c'est comme mon cousin en fait. Mon cousin, Henri. Bah lui, il joue de l'accordéon. Mais à la base, il voulait pas, lui, il voulait faire dessin. Mais sa mère, elle a jamais voulu. Bonjour, vous êtes malade, mais ne vous inquiétez pas, vous vivez en France.
Alors forcément, que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que lorsque vous m'envoyez des liens sur le blog de l'émission, je me dis ouf, je ne vais pas avoir trop de boulot ce week-end. Ça, c'est la première chose. Après, j'essaie vos propositions et généralement je me dis, suis-je la seule personne de bon goût sur la toile? Regardez par exemple Moon720, apparemment passionné par ses cours de biolo, il m'envoie Super Biologie. Bon, faut quand même pas se moquer du monde, c'est pas parce que le jeu est super bien pensé que je vais en parler. Ok, c'est un super shoot dans lequel il faut réduire ses ennemis pour pouvoir ensuite les manger. Mais bon, est-ce que j'ai une voix à jouer au shoot'em up? En plus derrière, il me propose d'incarner un pigeon dans Fly Like a Bird 2. Un pigeon? C'est-il seulement que je hais les pigeons? Que j'estime que cette engeance maléfique n'a pas plus d'utilité qu'une huître sur un terrain de basket? Si encore on pouvait s'adonner à la probable seule distraction de ces sales bestioles, je dis pas. Ou encore si c'était en 3D et qu'on pouvait jouer à plusieurs. Mais là, franchement. En même temps, c'est pas mieux que Phil qui a apparemment décrété que j'étais un fan des casse-têtes. Dans Bloxors, il me demande de pousser des blocs vers un trou. Alors forcément, c'est super dur et en plus, ça demande un temps de dingue. Comme si j'avais que ça à faire de jouer à des jeux idiots durant mes heures supplémentaires. Juste derrière, monsieur voudrait que j'essaye Roboclo. D'accord, j'ai longtemps été passionné par la robotique, mais je ne vois certainement pas l'intérêt d'essayer de manipuler un bras de robot dans des pièces super étriquées. Ok, c'est jouable tout ça machin, mais faut voir à pas me prendre pour un jambon non plus. Hein. Après, il y a les graines de serial killer qui voudraient que je découpe des trucs à l'antenne comme poulet rôti. Ce dernier aimerait que je parle de Splitter, mais heureusement que j'ai une éthique, moi. Je ne vais pas m'amuser à heurter la sensibilité de la ménagère de je ne sais plus quel âge. Vous imaginez? Elle serait rapidement traumatisée par cette monstruosité du jeu vidéo où il s'agit de trouver où et comment trancher pour réussir à atteindre une cible. Non, monsieur, je ne mange pas de ce pain-là. Mais bon, tout cela n'est rien à côté de Théo le zombie. En plus d'être presque mort, celui-ci tente de pervertir la bonne âme que je suis par l'intermédiaire de jeux frôlant la dérive anarchiste. Il aimerait ainsi me voir déambuler dans les rues de nos belles cités, incarnant un sans-abri apparemment détourné de la bienséance et des bonnes mœurs, molestant et insultant de bons citoyens sans défense. Que cela soit représenté sous la forme d'un bon vieux beat'em all super jouable n'y change rien. Cette personne est dangereuse. Preuve en est qu'elle me demande par la suite de chroniquer la pire chose qui soit, un jeu revendicatif. En effet, The Game, par son allégorie simpliste, ne vous demande qu'une chose, vous jeter dans le vide face aux différents problèmes internationaux. Mais qu'est-ce donc? Me demanderiez-vous de réfléchir, monsieur Théo? Alors que pourtant nous savons tous aujourd'hui qu'il n'existe qu'un seul moyen de lutter contre la crise. Pour gagner plus, jouer plus. Et donc en fait, c'est pour ça que Liden Stormrage a été mis en prison pendant plus de 10 000 ans. C'est parce qu'il avait trahi sa patrie pour s'allier avec les démons, pour être plus fort. Ah oui. C'est comme les châteaux forts. Ce qu'il y a autour, là c'est creusé, il y a de l'eau pour pas que les méchants les attaquent. On appelle ça des douves. C'est profond. Des fois, il y en avait, ils mettaient des crocodiles. Mais pas toujours. Et des Régis Robert. Ah non. Du fait de sa dualité américano-japonaise, Sega a toujours proposé des titres inspirés de la culture du pays de l'oncle Sam. Dans les années 90, Sega of America, via son studio Sega Technical Institute et plus tard son label Sega Soft, allait sortir plusieurs jeux basés sur l'univers des comic books, avec un style parfois franchement underground. Un des derniers grands jeux à être sorti sur Mega Drive, Comix Zone commença comme une simple démo en 1992. Issu de l'imagination du graphiste Peter Moravec, le jeu raconte l'histoire de Sketch Turner, un dessinateur de comic books new-yorkais. Lors d'un orage, Mortus, le super vilain créé par Sketch, s'échappe de ses planches et propulse Sketch dans sa propre BD. Le vilain a l'intention de tuer Sketch dans le comics, ce qui lui permettrait de devenir un être réel et de conquérir le monde. Heureusement, Sketch peut compter sur l'aide d'Alyssa Cyan, un des personnages qu'il a créé, pour affronter les hordes de mutants dessinés par Mortus pour l'éliminer. Et peut-être que Sketch a l'étoffe pour devenir un vrai super-héros, qui sait.
Comix Zone est un beat'em all pure souche, qui allie l'efficacité de son gameplay à une trouvaille de design géniale. Les niveaux sont des planches de bande dessinée. Le simple fait de voir Sketch passer d'une case à l'autre dans sa progression, ou la main spectrale du vilain dessiner de nouveaux ennemis, suffit à démontrer l'originalité d'un concept bien trouvé. Le jeu connut un succès amplement mérité qui lui valut de connaître une version PC et même Game Boy Advance. En 1994, le dessinateur Rob Schrab imagine un personnage qui deviendra l'un des premiers best-sellers du comics indépendant, Scud, l'assassin jetable. Scud est un androïde tueur, conçu pour éliminer sa cible avant de s'autodétruire. Mais notre héros se révèle plus rusé que ses congénères puisqu'il décide de ne pas achever Jeff, le monstre qu'il était censé pulvériser, mais de le garder en animation suspendue afin de sauvegarder sa propre existence. Mais garder une telle créature en vie demande évidemment des frais d'hôpitaux conséquents, obligeant Scud à accepter contrat sur contrat pour payer la facture et donc rester en vie. Malheureusement, il devient lui-même une cible pour la corporation qui l'a fabriqué, qui ne tolère pas qu'un de ses robots s'émancipe. Le jeu Scud sur Saturn suit très fidèlement la trame du comics original. On y incarne, sans grande surprise, l'androïde assassin, même si d'autres personnages deviennent jouables au cours de l'aventure. L'originalité de ce titre est d'alterner deux phases de gameplay, jeu de tir en scrolling horizontal et phase de shoot à la première personne. Il était même possible de jouer avec le gun de la Saturn, et même, plus étonnant, avec deux guns, histoire de vraiment se prendre pour le protagoniste. Segasoft produira un deuxième jeu basé sur la licence Scud, mais celui-ci sortira sur PC. Baptisé Industrial Evolution, il s'agit d'un clone efficace d'Alien Syndrome, qui bénéficiait d'une bande-son électro du meilleur effet. Le jeu est capricieux à faire tourner sur les PC modernes, d'où les quelques bugs d'affichage que vous pouvez voir. Le designer Ed Annunziata a été l'un des fers de lance de la créativité fiévreuse qui caractérisait le Sega de la grande époque, et Free Dirty Dwarves en est une belle démonstration. Développé par Appaloosa Interactive, société plus connue sous le nom Novotrade et responsable de la saga Echo the Dolphin, Free Dirty Dwarves est un beat'em all foisonnant qui mélange Street of Rage et Dungeons & Dragons. Plus étonnant encore, Free Diddy possède un scénario très travaillé, raconté par une longue cinématique en dessin animé de presque 8 minutes. Le style graphique, très underground, donne le ton dès les premières secondes, ce jeu ne ressemblera à aucun autre. Free Diddy raconte l'histoire d'un groupe d'enfants dotés de pouvoirs mentaux, retenus prisonniers dans un centre de recherche militaire. Pour venir à leur secours, les enfants parviennent à invoquer dans notre univers leurs avatars de Dungeons & Dragons. 3 nains affreux, sales et puants, mais vaillants et courageux. Le temps de s'équiper dans un magasin de sport du Bronx, nos 3 héros partent à la recherche des enfants, mais auront du pain sur la planche. Le passage entre les dimensions est resté ouvert, et une horde d'orques verdâtres se joint également à la fête. Pour sauver les enfants, nos héros ne seront pas trop de 3, et c'est d'ailleurs la principale trouvaille du gameplay. En effet, nulle barre de vie dans Free Diddy. Un seul coup suffit à sonner l'un des 3 nains. La clé pour éviter le game over, c'est de réanimer ces persos au fur et à mesure en leur collant une bonne gifle bien virile. Évidemment, on peut passer d'un nain à l'autre pour bénéficier de leurs différents pouvoirs, et le jeu propose également de nombreuses attaques doubles et triples déclenchées en accumulant des crânes d'orques ou en ramassant des dés à 20 faces. Le jeu proposait un bestiaire particulièrement imaginatif, notamment avec ses boss uniques en leur genre. On se souviendra notamment de Pit Bully, l'orque qui attaque en jetant des pitbulls, de l'affrontement contre l'équipe du Mordor sur un terrain de baseball, ou du combat homérique contre une salle de gym. Sans oublier l'un des ennemis les plus drôles de l'histoire du beat'em all, le ninja poil, un ninja nu comme un ver qui attaque en poussant un cri perçant, et que seul un petit rectangle noir astucieusement placé empêche de reléguer cette émission aux soirées 18+. Boudée à sa sortie, la Saturn a acquis au fil des années un statut de console culte. Et c'est sans doute en grande partie grâce aux jeux uniques et originaux qui virent le jour sur la machine de Sega. Des jeux non dénués de défauts sans doute, mais qui possédaient la chose la plus importante, une âme.
Et bien voilà, cette émission est terminée. Merci d'être venu. Mais ah non, nous allons nous dire au revoir. Comme chez les Esquimaux, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ils se disent au revoir en se frottant le bout du nez. Voilà, comme ça. Au revoir. Au revoir. Ah, vous avez du fond de teint.